Ok, C'est bon, Médéric? c'est bon. Ok, alors pour commencer, je vous propose de prendre juste 30 secondes de silence avant de commencer, l'histoire de se mettre tous dans la même phase et puis que je puisse partager avec vous le meilleur que je peux vous donner. Voilà. Alors 30 secondes et puis on y va. On commence. Ok, merci. Médéric, le son, ça va? C'est bon? Parfait. Et vous m'entendez bien? Ma voix. Bon, je suis bien conscient que c'est un sujet qui peut être indigeste si on le prend sous un angle purement académique. Ce qui va être intéressant, c'est que ma présentation va être aussi l'objet finalement de mes difficultés à positionner mon cadre de psychologue dans une dimension multidimensionnelle. Alors, au niveau des notes, prenez le minimum de notes, puisque j'enverrai un PDF de toute façon. Hein, voilà. Je vois, Médéric, qu'il y a des personnes qui arrivent, donc on va attendre qu'elles. Oui, merci. Bienvenue. Bonjour. Désolée pour le retard. Ok. Nous avons fait un petit temps de silence, donc voilà. Il faudra le rattraper. Ok. Donc, comme je vous disais, c'est un sujet qui peut être un peu indigeste par rapport à tout le parcours que vous avez eu. Donc, me connaissant, donc, je vais faire des allers-retours permanents entre la présentation de mon parcours, hein, mes difficultés à intégrer un cadre éthique par rapport à une aventure intérieure que je vis depuis plus de 20 ans. Et on échangera, donc je vous présenterai mon parcours plutôt en milieu de partie et un exemple de comment je travaille. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre, comme il est 9h15, on va prendre largement une heure ensemble pour échanger avec vous sur vos différents positionnements en tant que thérapeute. Voilà. Alors, je dirais que le fil rouge le fil rouge de la matinée, c'est déjà de vous poser une question qui va vous permettre d'être en effet miroir avec ce que je vous dis. Bien sûr, il va y avoir des décalages parce que chacun est différent, mais nous faisons partie du même tout. Donc, ce qui est important, c'est la résonance qu'on va avoir tous ensemble. Alors, j'ai une question à vous poser qui est euh, le but d'aujourd'hui, c'est d'échanger sur les positionnements de chacun d'entre vous à travers le fil rouge de l'éthique personnelle que vous avez mis en place dans votre métier de thérapeute. Et mes deux questions, c'est euh, où est-ce que vous placez votre énergie?
Et deuxième question, et quelle vision holistique vous souhaitez soutenir? S'il y a vision holistique, évidemment, hein. Donc, vous voyez que on peut être sur quelque chose qui peut être château branlant, comme ça peut être passionnant aussi. Donc on verra. J'accepte tout ce qui se passe, hein. Alors, le fil rouge de la matinée, en m'adaptant au temps qui passe, parce que le temps passe très vite, je sais, c'est ce plan suivant. Euh, donc, je vais commencer par... on va partir, je dirais, des bases un peu concrètes, qui est l'étymologie. Parce que l'étymologie, ayant fait un peu d'étymologie, je vous raconterai un peu comment j'ai pu élargir mon cadre avec mon cheminement en deuxième partie. L'étymologie, pour moi, c'est avant tout les racines qu'ont les mots à nous donner au niveau de l'énergie. Donc on fera un petit tour au niveau de l'étymologie et en quoi ça résonne pour vous, les mots sur lesquels je vais parler aujourd'hui et quelle énergie ils ont à leurs racines. Ensuite, je vous poserai une petite question, on va dire un petit brainstorming sur une question précise. La troisième chose, ça sera, on va dire, de partir de l'éthique que j'ai appris dès très tôt, qui est en psychologie, en passant ça relativement rapidement, que j'appelle ça égocentrique, et comment, à travers, je dirais, ma réflexion, j'ai pu me positionner avec une éthique que j'appelle cosmocentriste. Donc on verra ce cadre-là. Ensuite, je vous parlais de mon cheminement et la construction du cadre que j'ai pu fournir. Et encore une fois, je vous répète que le cadre que j'ai pu trouver, pour moi, euh, peut résonner avec vous tous, parce qu'il y a des évidences, évidemment. Voilà. Euh, Ensuite, en autre partie, je parlerai de l'éthique et la mise en place de ce socle-là, en tout cas de ce socle éthique. Vous parlez aussi de la connaissance de soi. Et puis, pour terminer, on retracera en fait toutes ces règles de base qui sont essentielles, mais dont vous avez déjà une forte connaissance. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est la rencontre aujourd'hui et l'échange qu'on peut avoir là-dessus. Voilà. Et puis je terminerai par ce qui est intéressant, puisque je m'intéresse beaucoup à la psychologie quantique. Donc la psychologie quantique, on pourrait dire que c'est encore une usine qui vient, comment dire, dont on peut beaucoup se poser de questions, mais en tout cas la première base, c'est que la psychologie quantique rejoint la tradition des anciens. Et j'essaierai de faire la passerelle entre le Vedanta que j'ai pu étudier, les Védas, et la psychologie quantique, à travers notamment le Stephen Wolinski, dont je vous parlerai à la fin. Voilà, bon, voilà le programme. Et on finira par un échange intense, en tout cas je l'espère, pendant 1 heure. Alors, comme je vois que le temps passe très vite, je vais essayer de m'adapter aux choses, et puis, sachant aussi que je déteste être saturé au niveau des informations, moi-même, donc je ne veux pas tomber dans le piège de vous saturer aussi, hein, que vous décrochiez pas surtout. Voilà. Donc, euh, la première chose en étymologie, on va prendre une dizaine de mots. Voilà, une dizaine de mots, mais je pense que la plupart, vous avez bien décortiqué tout ça, mais c'est bien de voir de quoi on parle. Voilà. Donc vous avez vu le sujet aussi, attitude, éthique et psychologie. Donc on va déjà prendre les bases, l'attitude. Voilà. Bon, l'attitude, j'ai pas d'étymologie parce que c'est plutôt un bon sens. L'attitude, c'est le comportement que l'on adopte selon les circonstances. Bon, on enfonce une porte ouverte là-dessus. L'éthique, ça commence à être un peu plus compliqué parce que l'éthique, c'est l'ensemble des règles de conduite. Voilà. Et l'ensemble des règles de conduite est pour moi lié au fondement d'un cadre.
Et le cadre, comme vous le savez, si on le prend sous forme imagée, c'est une bordure rigide limitante. Voilà. Donc toute la question sera de savoir comment on peut intégrer un cadre dans une dimension multidimensionnelle quand on est un thérapeute qui a plusieurs branches à son arbre, à son arc. Voilà. Ok. Bienvenue. Donc nous avons pris un temps de silence et j'ai déjà parlé un peu de parole, il faudra rattraper. Alors, on va dire encore 5-6 mots, parce que ce qui est important, ce sont un peu les mots-clés. Voilà. Alors, quand on parle de psychologie, de quoi on parle? Les dictionnaires parlent de connaissances empiriques ou intuitives des sentiments, des idées, des comportements d'autrui. Voilà. Mais de quelle vision on parle? Et tout ça a été la base. On va attendre aussi. Bonjour. Ok. Donc on a commencé à parler de l'attitude éthique et psychologique et on a fait un petit temps de silence avant. Donc voilà. Alors, donc je vous ai parlé de cette étymologie-là. Voici les mots, moi, qui me parlent pour vous faire une présentation de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Le terme ego. En grec, je. À partir de là, de quoi on parle? Le deuxième mot que j'emploierai assez souvent, c'est le terme mental. On trouve dans l'ancêtre latin mentis et le verbe mentiri qui veut dire mentir. Conscience. On retrouve comme et scientia, savoir, avec le savoir. Donc c'est une représentation du monde qui nous entoure. Vous voyez comme quoi, à la fois, l'étymologie nous aspire à quelque chose et peut être très pauvre finalement. Parce que quand on parle de représentation du monde, de quoi on parle? Alors je continue et on passera à la question que j'ai envie de vous poser après. Évidemment, on parle d'attitude, d'éthique, de psychologie. Je commence à rentrer dans ce qu'on appelle holistique. Le terme holistique veut dire qu'il consiste à considérer des phénomènes comme une totalité. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Parce que dans les études en psycho que j'ai fait, on nous disait que l'être est une totalité, que son inconscient est conscient, ça s'arrêtait là. Donc qu'est-ce que ça veut dire la totalité? Et ce qui est intéressant, je crois qu'on en parlera, c'est la différence entre patient et client, qui est un terme, on parle beaucoup de clients dans ceux qui utilisent les machines quantiques. Moi-même, j'ai des personnes qui viennent uniquement pour la machine quantique. Et si vous le souhaitez, on pourra, en tout cas vos réponses à vous, en tout cas de cette, qui n'est pas forcément un problème, mais qui est la différence entre patient et client. Patient, c'est en latin patient, c'est celui qui souffre. Donc il vient pour être soulagé.
Le client, c'est celui qui achète à un praticien un service. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce terme de client pour certains, peut-être, ou de terme de patient? J'ai aussi utilisé le terme de médecin, en latin medicus, apte à guérir. Donc on peut en parler beaucoup, hein, aussi. Alors, le terme de clinicien, puisque je suis psychologue clinicien, qui veut dire latin clinicus, alité, relatif au lit du malade. Cela m'a posé beaucoup de questions parce que j'ai beaucoup considéré que je ne devais pas avoir quelqu'un qui souffre, mais quelqu'un qui est potentiellement en bonne santé devant moi. Pour terminer, deux autres mots. Le psychothérapeute, en termes étymologie, c'est celui qui soutient le patient en cas de problème existentiel. On a le terme praticien, qui a la connaissance à l'usage des moyens pratiques, donc il est plus dans une maîtrise d'un outil technique. Le terme inconscient, qui est très important, donc vous voyez que in est privatif, donc ce qui veut dire que la personne n'a plus la maîtrise de la représentation du monde qui l'accompagne. Et je vais glisser maintenant sur des termes dont on parlera, qui est pour moi très important. Quand je vous parlerai de métapsychologie, que vous voyez là, ce n'est pas du tout l'interprétation qu'a fait Freud sur ces théories généralisées qui sous-jacent toutes les mécaniques inconscientes. Méta grec, ça veut dire au-delà. Donc la métapsychologie, pour moi, c'est ce qui est au-delà du raisonnement du mental. Quand on parlera de quantique, du latin quantum, qui est en fait la plus petite mesure, et souvent à l'échelle atomique. Le terme d'univers. Univers, c'est tourner vers l'unité, vers l'unité. Mais de quoi on parle aussi, là, tourner vers l'unité? Encore deux mots, le cosmos. Le cosmos. Alors, précision, l'univers, je parlerai plus souvent de multivers. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul univers pour moi. En tout cas, on en pourra en débattre. Et le latin cosmos qui est l'ordre. Mais de quel ordre on parle? Voilà. Derrière tout ça, en fait, il y a cette notion, je pense, qui nous unit tous, c'est la notion de maïotique. Et la notion de maïotique, vous savez qu'en mythologie grecque, Maya, veillait aux accouchements. C'est une technique qui consiste à bien interroger une personne pour lui faire exprimer ses connaissances. La maïotique. Donc on pourrait déjà partir de cette base, si vous le souhaitez, qu'on est tous maïoticiens. Alors, partir de là, donc je vous répète la question, et ça va être le fil rouge pendant cette heure qu'on va passer, je vais pouvoir m'exprimer, puis on échangera après. Qu'est-ce que vous placez, où est-ce que vous placez votre énergie? Quand je vous parle d'énergie, je parle de la disponibilité qu'a cette énergie infinie de vous traverser, et comment vous lui donnez forme. Et à travers ça, à travers votre parcours intérieur, votre cheminement, quelle vision holistique vous souhaitez soutenir? En tout cas, celle que vous avez maintenant, ici et maintenant. Ce
qui est intéressant, c'est cette notion de fil rouge. Est-ce qu'on peut tirer un fil rouge d'un cadre éthique dans un cadre plus large qu'est multidimensionnel? Je partirai déjà du première chose, c'est que ça dépend du positionnement de chacun. Le positionnement de chacun, c'est que qu'est-ce que vous faites du parcours de l'être que vous êtes, des connaissances que vous avez intégrées, comment vous vous positionnez par rapport à un cadre. On peut se positionner sans avoir de cadre. C'est une question. On n'est pas obligé d'avoir un cadre. Mais il faut l'affirmer. Moi, c'est ce que je fais assez souvent. Dans une société qui cadre, c'est bien de pouvoir dire aux personnes qu'elles n'ont pas à obéir à un cadre forcément. Donc tout ça, ce sont des choses que je vous pose, qu'on pourra échanger plus tard. Alors, brièvement, je suis parti, je vous parlais de mon parcours là dans une demi-heure à peu près, mais bon, le parcours fait que j'ai été formaté assez rapidement en psychologie clinique, avec un cadre qui me semblait tout à fait intéressant. Donc je vais vous dire juste les traces essentielles, mais ce qui est intéressant, c'est que à partir de avant ce parcours de psychologie, j'étais très rapidement attiré par l'Inde. Voilà. Donc j'ai fait une immersion un peu dans les Védas, etc. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce parcours psychologique, je l'ai fait en comparaison avec la psychanalyse et l'hindouisme. Voilà. Donc partant de là, le cadre que j'avais reçu à l'université a été un peu mouvementé, éclaté. Et surtout qu'après, je vous expliquerai qu'il y a eu d'autres branches qui se sont insérées, jusqu'à temps que j'intègre le polar que j'ai dans mon cabinet. Et de me dire à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est comment je fais à peu près 1h30 au niveau des séances. Et j'essaye toujours, avec la personne, de ce que j'appelle de partager un voyage avec elle, avec plusieurs paysages. Donc, mon cadre, si vous voulez, s'est élargi par rapport au cadre éthique en psychologie. Et s'est posé rapidement la question, où est ma légitimité maintenant? La notion de légitimité. Voilà. Donc j'ai eu besoin, pendant ce parcours thérapeutique et de psychologue, de faire des supervisions avec un psychiatre qui s'appelle Christophe Massin. Je pense que certains peuvent le connaître. Christophe Massin a écrit un ouvrage qui s'appelle notamment « Souffrir ou aimer ». Et il est à la fois l'équilibre entre la psychanalyse et l'hindouisme, et a été très proche d'Arnaud Desjardins, que certains doivent connaître aussi. Donc ça fait depuis 3-4 ans que je suis avec lui en supervision, en animation de groupe, etc. Voilà. Alors, je vais vous dire une petite, pour changer un peu pour ne pas trop vous saturer, j'ai une belle parole que j'ai trouvée d'Elisabeth Kubler-Ross, que j'aime beaucoup, qui dit que les gens sont comme des vitraux. Ils brillent tant qu'il fait soleil, mais quand vient l'obscurité, leur beauté n'apparaît que s'ils sont illuminés de l'intérieur. Voilà. Alors, première question à vous poser, avant de partir du cadre éthique en psychologie et puis de vous expliquer comment les choses se sont un peu chahutées, etc. On va parler de mots et d'énergie. Quand vous réfléchissez à votre pratique et de ce fil rouge que vous avez dans la relation que vous avez avec le client-patient, ça on verra, quels sont les premiers mots qui viennent, qui vous correspondent au niveau de votre pratique? Relation d'aide. Accueil. Écoute. Comment?
Et dans l'aspect Partage. partage. Accompagner, porter. Et dans le ressenti émotionnel que vous avez, qu'est-ce que vous éprouvez quand vous êtes dans votre Compassion. partagé avec, qui est différent de l'empathie. Il y a une étude qui a montré, et c'est Christophe André, bon, il est ce qu'il est, hein, mais qui a dit que les gens qui étaient dans une empathie avaient de plus grands burn-out que les gens qui étaient dans la compassion. Bon. Au niveau ressenti, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Ça peut être une couleur, une forme. Ça peut être le vide. Le vide bienheureux. Je sais pas si c'est un ressenti, mais il y a une absence totale de jugement. Oui. Quelque chose de très impartial. Oui. Très neutre, en fait, quand on rentre dans l'expérience des gens, des personnes. C'est ça, la neutralité bienveillante. Mm. La position du témoin détendue. Mm. C'est peut-être détaché. Vous voyez que déjà, à partir de ces mots, on peut déjà tracer à travers le vécu qu'on a chacun quelque chose qui va être finalement... et ça existe, puisque je crois que chez Extraordinaire, on a un code éthique. Donc la question, c'est de se dire, bon, bah, pourquoi le répéter, puisqu'il est là ? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir ce qu'on peut donner comme densité, comme épaisseur à ça, par rapport à notre couleur émotionnelle de chacun. C'est le but d'aujourd'hui, en tout cas. Alors, je vous remercie. Donc, je regarde l'heure. Ça va. Oui, enfin, tu ne sais pas combien j'ai... mais je m'adapterai, hein, puisque je prends conscience que vous avez eu 5 jours. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir être dans l'échange aussi, et plutôt au niveau du cœur. Hein. Au niveau... Alors, sans doute vous le savez, mais je vais vous dire des choses évidentes, que quand le code déontologique, je dirais que outre, je vais vous dire une liste, et puis après, des choses très générales, mais donc, évidemment, on va passer du cadre, de l'accueil, hein, de la disponibilité, etc., du respect absolu du patient ou du client. Ne pas dépasser certaines proximités affectives, sauf s'il y a un cadre lié à une approche kinesthésique. Donc, il faut savoir qu'en psychologie, il y a une éthique primordiale, qui est en fait une éthique primordiale qui est ce que j'appelle, qui est sur des axes que le psychologue ne doit pas du tout dévier, qui est la puissance qu'on retrouve en hypnose d'ailleurs, qui est la puissance de la parole. C'est pour ça que des thérapies qui ne passent pas par la parole, ou des moments qui ne passent pas par la parole pendant la séance, le silence peut être beaucoup plus thérapeutique que la parole souvent. L'énergétique peut être beaucoup plus porteur que la parole. Il y a la notion de suggestion. De même que, on pourra en parler quand physique quantique, l'observateur peut modifier ce qu'il observe, en tout cas peut y imposer sa subjectivité. Je dirais que la parole du psychologue peut induire une forme d'emprisonnement chez la personne qui écoute. Ce qu'on appelle ça la suggestion, qui est un ancrage en fait que la personne a tellement besoin de réponses qu'elle pense que le psychologue est dans la vérité. Donc c'est la première chose. Ensuite, s'imposer des limites. S'imposer des limites, ça veut dire accepter qu'on n'est pas tout puissant. Derrière cette toute-puissance, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui, mais derrière cette toute-puissance, quand on travaille, j'ai un peu travaillé sur les ashrams, etc., on y trouve beaucoup d'inflation de l'ego.
L'inflation de l'ego, c'est que l'ego utilise en fait ce qui lui permettrait de le dépasser, il l'utilise pour lui-même pour grossir. C'est un piège dans lequel des psys tombent souvent, qui est le rapport à la toute-puissance. Et d'enfermer finalement, de ne plus voir la personne telle qu'elle est, mais de lui apporter des réponses toutes fabriquées. Je grossis le trait. Hein. L'obligation de la remise en question est très importante. Bon, on en reparlera. Hein. Il y a la notion, évidemment, et là, c'est là qu'on pourra en parler entre le client et le patient, la notion de transfert et contre-transfert. Donc, juste en 2 mots, parce que, évidemment, vous avez ces bases-là, mais et vous connaissez très bien. Mais bon, le transfert, c'est le phénomène régressif qu'a la personne par rapport à une image paternelle ou maternelle qui est le thérapeute et qui provoque finalement la possibilité d'un travail intéressant puisqu'il se passe des projections. Et le contre-transfert, c'est en quoi cette régression induit chez le thérapeute, le psychologue, le psychothérapeute, oui, induit finalement des résistances en lui qu'il projette lui-même sur la personne. Ça peut être des mouvements affectifs, d'attirance, de répulsion, etc. Donc, est-ce que ça vous parle? On en parlera, mais mettez ça aussi dans une case pour notre échange. Est-ce que ça vous parle et comment vous faites pour, si vous avez des mouvements, des mouvements affectifs envers une personne? Qu'est-ce que vous mettez en jeu? Parce tout dépend, là se joue le questionnement de votre utilisation, en tout cas moi aussi, voilà, de l'outil quantique. Voilà. Parce que l'outil quantique peut nous protéger. Il peut être une réponse d'un technicien face à une demande. L'outil quantique peut attirer, et c'est ça que je voudrais aussi dire, c'est ce qui m'a posé des questions sur mon cadre éthique, en quoi cet outil que j'utilise, le Polar, avec le PSD, etc., en quoi ça a changé ma clientèle. Et il y a eu 3 phases. Et je vous en parle maintenant, après tout. 3 phases. La première phase, je dirais que tout dépend du niveau de conscience du psy, etc. En tout cas, j'avais des personnes qui avaient des problématiques qui étaient liées à leur vie dans la matière, la vie en 3D, j'appelle ça, taux les boulons, de problématiques liées à un manque affectif, etc. Donc, bon, rien de neuf à l'horizon. Le Polar m'a fait intervenir d'autres personnes dans un premier temps, qui étaient plus des gens qui étaient boiteux, mais qui ne voulaient pas se transformer, qui voulaient juste une réponse, une guérison tout de suite, sans avoir l'aspect de transformation après. Donc ça m'a vite énervé. C'est toute la relation que j'ai avec cet outil. J'espère pouvoir je ne sais pas si ça peut... En tout cas, c'est là-dessus, là où la sincérité, c'est que je me pose des questions par rapport à mon cadre, par rapport à l'utilisation de cette machine. Et la troisième, c'est un peu cet accouchement de moi-même par rapport à refaire un cadre. Et quel cadre? Qui est que maintenant, j'ai des personnes qui sont dans une demande à la fois de remettre du sens à leur vie et une demande d'aller plus loin, ce que j'appelle dans la métaphysique. Et qui sont... L'époque est tellement étouffante, sclérosée, vampirisante, prédatrice, que je me trouve maintenant avec des personnes qui sont... on sait que l'être humain bouge quand il est au pied du mur, et que le tollé-boulon commence à se fissurer, quoi. Donc la question, c'est que je me retrouve avec des personnes, et vous me direz, et je ne dis pas tous, mais en tout cas 80% des personnes que je rencontre, des êtres que je rencontre, ne sont pas seulement
sont pas forcément en souffrance, mais parce qu'ils peuvent être dans une vie équilibrée, mais en souffrance existentielle, mais je dirais pas existentielle forcément, mais en tout, une souffrance métaphysique, liée souvent à une histoire médicale, chimique, des plus ombrageuses. D'où mon élan pour faire une formation de base en naturopathie spécialisée dans l'acidité. Voilà. Puisque j'ai remarqué que toutes les personnes que je voyais étaient acides. Donc pour moi, l'acidité, je dirais, est le cœur même de la restauration du corps, hein, à la fois. Mais voilà, non. Alors, pour terminer sur la déontologie, donc vous avez vu qu'il y a une dernière chose qui est la remise en cause perpétuelle du thérapeute. Une remise en cause perpétuelle du thérapeute. Ne pas... Alors évidemment, quand je dis remise en cause, ça veut dire d'avoir cette capacité de pouvoir s'intégrer dans une évolution qui n'aura jamais de fin, puisque de toute façon, l'absolu ne peut pas être fini. Le principe absolu du cosmos, le cosmos lui-même est un absolu et nous sommes un absolu. Donc forcément, c'est une hérésie du mental de croire qu'on aura atteint un objectif. Voilà. Donc quelle est la joie procurée dans un mouvement infini? Voilà. C'est la grande question pour moi du thérapeute. C'est trouver la joie d'exprimer ses talents, une joie d'être au service d'un absolu qui n'aura jamais finalement de fin. Donc je reviens les pieds sur terre. Voilà. Donc vous avez compris qu'en psychologie, il y a du bon sens, en tout cas dans les règles éthiques, etc. Évidemment, le devoir du professionnel, je le répète, donc, pour moi, la notion de contrat thérapeutique est très importante. La notion de contrat thérapeutique, alors ça paraît un peu barbare, hein, ce terme, mais contrat thérapeutique, ça veut dire que on propose quelque chose de clair. Et pour moi, ça m'a posé la question de savoir comment présenter une chose claire dans une dimension multidimensionnelle. Comment être clair? Voilà. Et comment présenter un fil rouge d'une thérapie à un patient ou à un client qui a bien compris ce que je lui dis et qui l'accepte, qui a le travail de l'acceptation. Il y a le respect de l'individu, donc vous avez compris. Et attention à cette notion-là, parce que j'ai eu ce travers-là, évidemment, lié à mon histoire, etc., d'être de plus en plus dans la toute-puissance. Et qu'à un moment, j'ai eu une crise avec plusieurs personnes qui me disaient que je ne les écoutais plus. Alors que normalement, je suis plutôt quelqu'un qui... Mais j'ai compris qu'en fait, ça m'a fait du bien de passer cette crise-là pour comprendre qu'en fait, il y a un devoir absolu de se mettre au niveau de la personne. En tout cas, moi, hein, je parle de moi. Et si vous regardez bien un mouvement qui est très intéressant, qui s'appelle Humanitude, de Yves Gineste, Humanitude, le but, c'est d'avoir des maisons de retraite sans médicaments. Il y en a 2 ou 3 en France, mais Yves Gineste a beaucoup de succès au Japon, mais on peut pas faire de la pub à Yves Gineste. Mais c'est surtout le fait que ces attitudes peuvent se retrouver dans ce qu'on fait, c'est que lui, il regarde les personnes âgées du même niveau, il les regarde en face, très proches, il les tient debout. C'est-à-dire que la personne s'appuie sur ses ressources à elle, c'est pas les praticiens qui vont le tirer. Et il fait en sorte que les personnes âgées meurent debout. L'écoute, etc. Vous voyez que c'est des choses très basiques, mais le fait de voir quelqu'un au même niveau, de vraiment l'écouter pour ce qu'elle est dans sa subjectivité, permet de réveiller en elle un premier travail, je suis accepté, et de commencer à trouver un lâcher-prise intérieur et de trouver ses propres réponses.
évidemment d'autres facteurs, la sécurité physique de la personne, et d'accepter que le thérapeute puisse faire appel à d'autres thérapeutes s'il n'arrive pas à trouver de réponse. En tout cas, je ne sais pas si la notion de toute puissance vous parle, mais en tout cas, je vous en parle. Alors, le devoir du patient là-dedans, en tout cas, et c'est là que se place, à quel niveau se place la personne qui vient nous voir. Est-ce que c'est un boiteux? Et vous connaissez la formule, quand on est déséquilibré, on cherche l'équilibre. L'univers lui-même est un grand mouvement perpétuel de transformation. Finalement, le boiteux est une caricature de ça. Hein. Mais vous voyez que quand je parle d'un processus d'auto-guérison pour la personne, qui est pour moi fondamental, est-ce que c'est valable pour vous aussi? Ou est-ce que, quelque part, à quel niveau vous mettez votre exigence en tant que thérapeute? Vous pouvez très bien recevoir quelqu'un et lui faire les soins avec la machine, et c'est tout. OK? Voilà, donc c'est là-dessus qu'on pourra parler. Et l'engagement, aussi très important, l'engagement, si un contrat thérapeutique est fait, c'est que l'engagement d'être ponctuel, évidemment. Et tout l'histoire financière, etc., ça on ne va pas en parler, c'est pas la peine. Et attention à trop d'intimité avec la personne. Ok. Donc ça, c'était le premier socle. Alors, maintenant, où est-ce que j'en suis, moi, en tant que thérapeute? Je vais essayer maintenant d'élargir le cadre psychologique. Alors, quand je parle d'éthique, en tout cas, dans mon raisonnement de praticien, c'est avant tout un cadre qui permet d'être au service de l'autre. J'aime bien les mots liberté, non-dépendance, non-assujetti, indépendance affective, travail dans le sens de dépenser de l'énergie, du temps et de la volonté par rapport à ma liberté intérieure, et de me tenir, de m'intégrer rigoureusement dans un accompagnement holistique. Qu'est-ce que ça veut dire, holistique? Qu'est-ce qui peut prétendre être holistique? Personne. Donc là, il faudra qu'on parle aussi de cette notion de psychothérapeute, thérapeute, praticien en biorésonance, thérapeute d'outils quantiques, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à tous ces termes? Voilà. Donc vous savez que psychothérapeute n'est pas pareil que thérapeute aux yeux de la loi, etc. Bref, de savoir comment vous avez su assumer votre légitimité. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir que tout ce que je vous dis, vous l'avez déjà dépassé depuis longtemps, et de voir comment vous avez traversé tout ça. Je dirais que l'éthique, c'est l'ensemble d'un cadre qui permet de répondre à un double intérêt, bon pour soi et bon pour l'autre. Afin de favoriser ce que j'appelle la percée de l'être. Quand j'appelle la percée de l'être, ça veut dire que j'ai appelé ça la stratégie du millefeuille. C'est-à-dire que comment le thérapeute qui est comme un empilement de plusieurs feuilles
et que la personne qui vient le voir est un empilement de plusieurs feuilles avec un trou dans chaque feuille, comment d'un seul coup l'ajustement va se faire avec ce filet de lumière. Et dans mes séances, en fait, ce qui est important pour cette personne lettre, c'est évidemment la réponse aux soins. Alors ça, vous me poserez la question sur les soins que je peux faire, sachant que je suis, pour l'instant, en tout cas dans mon parcours, plutôt spécialisé dans l'accompagnement de la personne en hypnose avec la machine. Et donc pour l'instant, je n'ai pas franchi la frontière véritablement du soin. Donc ça, on pourra en parler de pourquoi je me limite, alors que j'ai comme outil, quand même, je crois, Médéric, au niveau polar, j'ai ce qu'il faut. Hein. Donc je suis bien conscient que je fais du vélo, alors que la BMW est dans le garage. Voilà. Alors pourquoi justement cette relation difficile, mais néanmoins passionnante avec cet outil? C'est que tout simplement je ne vois pas le temps passer. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que de plus en plus, je vous parlerai là dans 5 minutes du parcours, mais ayant beaucoup travaillé finalement à d'autres dimensions, à d'autres niveaux, que ce soit dans le niveau symbolique, au niveau du magnétisme et du cosmotellurisme, etc., fait que je me rends compte que j'ai rencontré cette machine pour me faire un effet miroir que je pouvais aller plus loin dans mon intuition. Voilà. C'est-à-dire que de plus en plus, quand je fais la réponse aux soins, avec une approche psychologique humaniste, mais encore c'est un terme très pauvre, je suis arrivé à un point que l'alliance, je dirais, du questionnement métaphysique et de l'intuition fait que des fois j'ai des perceptions qui peuvent être beaucoup plus efficaces parce que je suis en relation avec la personne. La machine n'étant qu'une confirmation de ce que je ressens. Le premier travail en fait que je fournis, c'est de regonfler ce que j'appelle regonfler le narcisson. C'est-à-dire que les personnes finalement sont toujours, j'aime beaucoup ce terme d'accordage. Et mon premier travail, c'est finalement de regonfler narcissiquement la personne. Le fait qu'elle soit écoutée, entendue, comprendre dans le sens d'inclure. Et que oui, la spiritualité ne s'arrête pas au catéchisme et des dictates que les institutions religieuses ont pu imposer. Et qu'il y a une métaphysique naturelle chez la personne qui est là la vraie puissance de transformation et du levier. Vous voyez la pauvreté des mots. Hein, je suis de plus en plus conscient que les mots sont pauvres. En fait, le but, c'est de pouvoir, en me mettant au niveau de la personne, de lui créer un autre espace intérieur, un autre regard. Et ça me rappelle une formulation d'Einstein qui disait que on ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience. On ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience qu'on l'a créé. Et la cogitation du mental est très forte. Le mental est très fort et le monde tolé-boulon est très fort. Donc, je vous pose une question, c'est que faites-vous avec, dans un travail, je dirais, thérapeutique de longue haleine, que faites-vous des résistances de la personne à aller plus loin, tout en sachant que vous sentez qu'elle peut y aller. Donc là, on est sur un autre niveau, parce que ceux qui font une réponse aux soins n'ont pas besoin de le faire. Voilà. C'est ça.
Ça va pour 45 minutes encore? Ça va? Oui? Très bien. Ok. Alors, pour changer de registre, puisque j'aime beaucoup les petites histoires, je raconte souvent des histoires, j'ai glané de ci, de là dans les traditions que je connais. Je vais prendre une histoire de la Bible, hein, mais ça pourrait être autre chose, qui est la parole du semeur dans l'Évangile. Voilà. Donc un semeur sortit pour semer, du grain tomba sur la bonne terre, prit racine et germa. Ces graines, ce sont les paroles de vérité échangées, en tout cas pour moi, entre le thérapeute et le patient, le client, comme vous le souhaitez, qui viennent de votre soi profond. Le soi profond, en physique quantique, on sait que le soi profond est partout. La personne que j'ai en face de moi a le même soi que moi, que j'ai en moi. Donc le terme d'amasté, que vous connaissez. Du grain tomba sur un sol sans profondeur. Et là, on parle des niveaux des personnes à quel niveau vous vous mettez et à quel niveau est la personne dans l'état de réceptivité. Du grain aussi, du grain tomba sur un sol sans profondeur, il se dessécha et ne put prendre racine. Du grain aussi fut mangé par les oiseaux, et dans tout le langage symbolique, les oiseaux, dans le cadre métaphysique, représentent les pensées. Ils volent d'un endroit à l'autre, se croisent en tous sens sur un arbre, comme les idées qui tourbillonnent dans le mental. En Inde, on utilise souvent l'image du singe qui bondisse de branche en branche. La question, c'est que l'aide que vous apportez, sur quelle terre les graines de vos paroles vont germer? Et je pense qu'avant tout, les thérapeutes, en tout cas qui sont dans cette démarche multidimensionnelle, sont avant tout des éveilleurs, des réveilleurs. Un peu comme Shakespeare disait, faisons trembler le sol où rêvent ces dormeurs. En fait, je pense qu'il faut être secoueur. Et que Erickson, dont j'ai été formé, l'hypnose ericksonienne, disait que, en fait, il ne mettait pas en hypnose les gens, il les sortait de l'état d'hypnose. Et je vais vous raconter une petite histoire d'Erickson quand il était plus jeune, que j'ai pratique beaucoup avec les thérapeutes, oui, en thérapie, en supervision, mais c'est qu'Erickson, un jour, quand il était plus jeune, il a vu 10 personnes qui tiraient un âne devant, par la tête, et comme vous savez que l'âne, il est têtu, donc ils étaient tous en train de le tirer comme ça, pour qu'il rentre dans la grange. Sur l'âne ne voulait pas, c'était impossible. Donc il s'est dit, il faut pas suivre les sentiers battus. Donc il est allé derrière l'âne, lui a tiré la queue, et comme l'âne était têtu, il a avancé dans la grange. Voilà. Ok, donc voilà donc le cheminement, je pense que vous pouvez le pressentir, je ne pourrais pas tout dire, mais qui m'a permis finalement d'ouvrir vraiment vers ce que j'appelle le cosmocentrisme. Donc vous avez compris, le cosmocentrisme, c'est pas l'égocentrisme. Le cosmocentrisme, c'est se mettre à la place du tout. Et souvent, les guérisseurs philippins se disent toujours que quand ils soignent, ils sont au cœur du tout et qu'ils rejoignent le rayon de la personne en face d'eux et qu'ils sont le même centre. Bonjour. Bienvenue dans le train. Alors, quand je vois qu'il est 10h10, donc ça va, évidemment, quand je parle de 5 parties, mais c'est pas grave, on s'adaptera. Je m'adapterai, pardon. Alors, on va basculer sur un peu le parcours. Donc, je vous ai déjà parlé un peu de ma séance. Comment je me représente mon parcours. En fait, tout le temps, dans mes rencontres avec les patients, clients,
se pose ces 3 questions qui sont pour moi un effet miroir et un cadre qui garantit mon fil rouge. 3 questions essentielles, qui sont pour moi essentielles, mais qui sont métaphysiquement essentielles. C'est qui suis-je, où suis-je, d'où je viens. Le point de départ de tout ça, c'est que toute la réalité que j'ai apprise, que la personne a apprise en face de moi, que l'on considère comme extérieure, se situe avant tout à l'intérieur de soi. Et on rejoint la notion de l'observateur qui modifie ce qu'il observe. Sous forme de modification dans nos états de conscience, la plupart des personnes pensent que le monde qu'elles représentent autour d'eux et des choses qu'elles vivent sont vraiment réelles, mais c'est faux. Et que ce qui est important, c'est cette position de témoin, de prendre conscience déjà que nous sommes déjà dans une position de témoin, d'observer comme le grand flux de la vie, que nous sommes capables d'observer ce que l'on vit pour prendre de plus en plus de liberté par rapport à ces conditionnements, qu'ils soient sociaux, familiaux, ataviques, dans le sens plus large que la famille, et voir, si certains ont fait de l'astrologie karmique, ce que j'appelle les parfums que l'être a en lui, et qui sont suscités et révélés souvent par le choix qu'il a fait de ses parents. Question du choix. Alors je dirais que oui, c'est une question de l'être. Et pour moi, c'est important que ce cadre doit permettre, en tout cas, le cadre que j'instaure doit permettre la croissance, et la croissance de l'être et la décroissance de l'avoir. Dans le sens que même la pensée est une chose. Et Swami Prajnapada, qui était un maître hindou, qui était le maître d'Arnaud Desjardins, disait que la pensée, c'est de la matière subtile, et la matière, c'est de la pensée grossière. Alors, je vais vous faire un petit schéma, je dirais de ce que je suis maintenant. Alors, comment créer, et j'en suis là, c'est en fait une chose est très intéressante, c'est que je pense que le cadre, de toute façon, il est nécessaire. Le cadre est nécessaire. Ce qui est important, c'est le positionnement qu'on porte. Et le positionnement s'enracine souvent dans cette nécessité d'être nourri de connaissances et de faire un travail sur soi. Pour moi, le vrai cadre, c'est ce positionnement-là. Après, le cadre n'est nécessaire que pour garantir la sécurité à la personne qu'on a en face de soi. Et on peut se poser la question de cette position du thérapeute, je dirais du maître. On pourrait dire que le maître n'a pas de cadre. Son cadre, c'est son être. Le thérapeute, quelle que soit son aventure intérieure, a une nécessité de mettre un cadre pour sécuriser la personne. Et de faire un travail sur soi pour éviter toute projection sur elle. On va dire que mes premières bases ont été, en tout cas on parle de formation, après, ont été donc la psychologie, et plus précisément la psychologie du travail,
sur la souffrance au travail. Avec une formation complémentaire en sociologie, parce que j'ai senti depuis très longtemps que ce qui faisait notre souffrance, c'est avant tout la matrice Tollet-Boulon qui nous impose une forme de réduction de la connaissance. Et donc, le travail que je fais souvent avec les personnes, c'est une forme de ce que j'appelle une réinitiation. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être parent et que nous sommes bien souvent des victimes de victimes. Et que les parents ne savent plus initier leurs enfants, la plupart du cas, dans le cadre de leur permettre de passer les étapes transformatrices qui vont leur quitter, quand il n'y a pas de traumatisme évidemment, la matrice du ventre maternel, la toute-puissance que peut avoir l'enfant, parce que couvé dans une bulle, la toute-puissance est là. Et que là où c'est le plus important, c'est de permettre à l'enfant qu'il peut être souverain en acceptant, en tout cas, ce qui est le réel. Voilà. Donc ça, la psychologie a été importante. Ensuite, je suis passé, en fait, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres pratiques, qui est l'hypnose. La thérapie cognitive et comportementale, bon, je pense que tout le monde a des outils du genre intelligence émotionnelle, PNL, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est mon parcours avec Christophe Massin, depuis pas mal d'années, et la rencontre entre la psychanalyse, l'hindouisme et les textes Védas. Et attention, quand je parle des Védas, je dis un mot grossier parce que c'est tellement monstrueux. Ce qui est important, c'est la connexion de l'inconscient de l'homme à la relation de l'absolu. Voilà. C'est tout. Le reste, la médecine ayurvédique, etc., je me suis vraiment ancré sur ce rapport-là. Et je sais que maintenant, il y a une relation très forte entre cette connaissance ancestrale des Védas, qui sont des textes les plus anciens qui existent, avec ce que j'appelle la métaphysique actuelle, en tout cas la métaphysique que découvre la physique quantique. Donc forcément, à partir de là, il y a une forme de connaissance de socle qui s'installe. Donc, ensuite, ce qui était très important pour moi, c'est une rencontre aussi avec une magnétiseuse de Normandie, avec qui j'ai fait une immersion à la fois dans la tradithérapie à l'ancienne, mais qui a un code éthique très scrupuleux avec des choses. Donc, elle m'a appris à faire confiance à mon intuition. Voilà. Et il y a toute la part du symbolisme et des contes. Et puis, quelque chose que je commence à cultiver dans mon cabinet qui est l'humour et la créativité. Alors vous pouvez voir que, puisque en général, je crois beaucoup à l'ajustement créateur, c'est-à-dire que l'ajustement créateur, c'est que si vraiment on est sincère avec ce qu'on fait, on rencontre les gens qui nous ressemblent, hein, en tout cas qui sont dans un effet de symbiose, etc. Mais quand on est sincère avec soi, on rencontre aussi le contraire. Et c'est pour nous faire évoluer. En tout cas, au cabinet, j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont un peu dans cette mouvance-là, qui me permet finalement de travailler sur plusieurs niveaux.
Alors, le cadre, bien évidemment, pour moi, c'est avant tout de permettre, avec un terrain solide, de passer d'un plan de conscience à un autre. Passer d'un plan de conscience à un autre en étant vraiment très rigoureux sur les limites entendables de la personne. Et c'est pour ça que, il me semble en tout cas, que la métaphysique, la connaissance, la psychologie quantique peut être un moyen intéressant de transmettre une certaine forme de connaissance que la personne ressent déjà. Voilà. Et encore une fois, je vous parle de ça avec le type de public que je reçois. Hein. Évidemment, les personnes qui viennent pour un soin par la machine ne sont pas forcément dans cette démarche-là, évidemment. Alors, au niveau, je dirais, au niveau de la manière de procéder, et ce qui est sous-jacent en fait. Je fais un cercle, un centre. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Je dirais que ce qui est important pour moi dans les séances, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle n'est pas figée dans son temps linéaire. Et que je ne parle jamais de passé, mais de mémoire. Donc le temps linéaire, pour moi, n'est qu'une illusion. En fait, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, il n'y a qu'un seul tout qui est l'instant présent. Et cette dimension verticale dont je parle, c'est, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est toute cette dimension en fait d'approche de à la fois de la physique quantique, des grandes lois de l'univers. On va partir de la base qui est la polarité. Pour faire simple, pour moi, l'énergie, je prends l'exemple toujours des aimants. L'univers, l'énergie, c'est l'action attractive et repoussante des aimants, avec une troisième énergie qui lie, qui stabilise tout ça. Donc, au niveau de la personne, c'est de lui parler de ses polarités. C'est-à-dire comment elle a construit sa vie, finalement, en faisant en sorte de mettre dans un coin tout ce qui lui permettait d'éviter de souffrir, de mettre dans un coin toutes ses blessures, etc. Et qu'elle se rend compte que pour vivre dans cet instant présent, il s'agit de passer de la dualité à l'unité. Et c'est là qu'on retrouve les traditions. On parle de faire naître, de ce fameux terrain dont je vous parlais tout à l'heure, qui est faire naître chez la personne le disciple intérieur. La vie en étymologie, c'est être en mouvement. Le disciple, c'est celui qui s'exerce. J'aime beaucoup cette formule-là, c'est que le disciple, c'est que la personne finalement se rend compte qu'elle est capable de faire croître son être, qu'elle porte un maître intérieur, dans le sens une profonde connaissance finalement des réponses qu'elle porte déjà, et qu'il s'agit en fait de ce que j'appelle de faire grandir le disciple en elle, pour en faire un arbre de vie, qui va permettre à tous les oiseaux du ciel de venir sur cet arbre de vie. Et les oiseaux du ciel, c'est toutes les parties éclatées de la personne, en fait. Voilà. Et tout ce travail, plusieurs choses. Cette verticalité, c'est quoi? C'est avant tout, donc, je dirais, la science
la science de l'univers, avec les grands principes, puisque l'homme est un microcosme à l'échelle du macrocosme. Donc les grands principes de l'univers, c'est que toute action a une réaction, la loi de la causalité, la loi du flux permanent, la loi de l'impermanence, etc. Comment la personne peut voir grâce à ces lois, comment elle peut être finalement l'objet de sa vie. Elle a été toujours l'objet de sa vie, comment elle peut devenir sujet de son histoire. Et ça passe par deux choses qui est donc la connaissance, et j'appelle, c'est un mot un peu, c'est, je dirais, c'est un mot un peu barbare qui est la destruction du mental. Quand je dis destruction, c'est de transformer ce mental qui est un vrai tyran en outil de connaissance. Intervient aussi ce que j'appelle l'érosion des désirs. C'est là qu'intervient ce que j'appelle... je pars du principe que puisque le tout est partout, ce qui veut dire que chaque personne est un tout, donc chaque personne est unique, et chaque personne, et que ce tout a besoin de chaque personne pour évoluer, en tout cas dans cette interaction permanente. Et chaque personne a une mission bien précise, et une mission bien précise, qui est d'exprimer au maximum ses talents. Donc l'érosion des désirs, pour moi, c'est de permettre à la personne de se rendre compte de ce qu'elle a vraiment besoin à un certain niveau, et qu'est-ce qui ferait dans sa vie qu'elle lui permettrait d'être dans l'ouverture et l'illimité. Christophe Massin utilise les layings. Les layings, on appelle ça la purification de l'inconscient. La purification de l'inconscient, c'est... vous voyez l'image, j'ai une image que j'aime beaucoup, qui est l'image du cinéma. Les layings, c'est en fait débobiner en fait, le film, le film des mémoires qui se sont enquistées en nous et qui nous bouffent 80% de notre énergie. Donc les layings, c'est une façon de pouvoir, dans un cadre précis, thérapeutique, de pouvoir aller jusqu'au bout des ressentis qu'on peut avoir envers son passé. Et il y a un dernier point qui est important, c'est le langage du corps. C'est que je pousse vraiment les personnes à travailler sur l'ancrage. Parce que j'ai eu pas mal d'électrosensibles aussi qui sont venus au cabinet. Et tous ont des problèmes d'ancrage. Une acidité galopante, donc travailler sur l'acidité. Une asphyxie au niveau du cerveau. Et aussi une grande peur. Donc le langage du corps, pour moi, c'est de s'appuyer sur le corps pour se découvrir soi, qui peut passer par des arts martiaux, qui peut passer par de l'aïkido, qui peut passer par du qigong, qui peut passer par plein de choses, de l'art-thérapie aussi, pourquoi pas, le clown, etc. Voilà. Donc si vous voulez, pour moi la base c'est ça, c'est que, vous voyez, il y a un grand cercle qui est pour moi le monde manifesté, qui sont les formes. Et ça, c'est l'ego. Vous voyez, en pointillé. Il pense qu'il est réel, mais il ne l'est pas, en tout cas. Et là, c'est le causal. Le soi. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que l'ego est une non-entité qui se situe entre le monde manifesté et la conscience suprême que je suis déjà.
Et tout est l'art de transformer ça en un outil qui permet d'aller de plus en plus vers une conscience que j'appelle cosmocentrique, qui est une conscience du tout. Voilà. Au niveau des séances, je vous en ai déjà un peu parlé. Au niveau des séances, on va dire qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau qui est ce que j'appelle ça la saturation du mental. On peut retrouver en hypnose, parce que l'hypnose, c'est tout simplement saturer le mental jusqu'à temps qu'il n'en peut plus et qu'il s'endorme, voilà, pour qu'il se révèle autre chose. Et le premier niveau de la séance, et vous allez voir toutes mes difficultés avec cet outil, c'est que là, évidemment, l'écoute, et surtout de se mettre au niveau de la personne. Il est évident qu'une personne qui vient de se faire quitter par son petit ami, il n'est pas question de lui parler de métaphysique tout de suite, quoi. C'est écouter sa souffrance. Voilà. Mais ce qui est important, ça dépend du fil rouge, mais en quoi ce qu'elle vit est une projection d'elle-même, et en quoi ce qu'elle vit peut être un outil de transformation pour elle aussi. Ça, je ne vais pas vous... Donc l'écoute est très importante, et je prends toujours aussi un temps de silence. Et ce qui est je vais vous parler de... Je voulais vous parler de... Alors c'est de 2 ou 3 personnes par rapport à ça. Je continuerai après. Pour vous montrer les profils que je peux avoir. Le premier personne s'appelle, on va dire, Adrien. Adrien a 30 ans et a une électrosensibilité du fait qu'il a fait la fête de 20 à 30 ans, a travaillé comme cadre dans une société informatique et qui se pose beaucoup de questions. Donc qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? C'est que j'ai travaillé sur 3 niveaux, qui est déjà au niveau de physique, en sachant déjà que s'il avait des problèmes avec l'informatique, etc., et qu'il avait commencé à avoir des problèmes au niveau de la peau, etc., c'est qu'il était dans un taux d'acidité maximum. Donc on a parlé de ça. On a parlé en quoi, je dirais, l'ajustement créateur, justement, c'est son corps qui lui parle, là, qui lui dit « stop, ça suffit ». Cet ajustement créateur, c'est aussi le questionnement qu'il a. Donc on a travaillé, je lui ai raconté l'histoire de la cruche fêlée. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, la cruche fêlée. C'est l'histoire d'un hindou qui a 2 cruches, mais vraiment des vraies cruches, hein, à 2 cruches. Qui a 2 cruches, dont une qui est fêlée. Et donc, il fait 10 km par jour pour arroser son champ. Et évidemment, quand il fait ces 10 km, il y a une cruche qui est fêlée. Donc, quand il revient, il y en a une qui est pleine et l'autre à moitié pleine. Il est désespéré au bout de 10 ans. Il dit à sa cruche excuse-moi, j'ai pas pu te réparer, etc. Et cette cruche fêlée lui dit mais regarde, grâce à ma filure, j'ai pu fleurir le chemin que tu traverses. Donc l'idée c'est ça. C'est-à-dire qu'à travers Adrien, mais qui est l'exemple de beaucoup, c'est qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait vécu et de l'accepter pleinement, parce que ça c'est très important, ce travail d'acceptation, et de mettre les gens, ce que j'appelle, en reculant le zoom de l'appareil photo, c'est de leur permettre de prendre conscience qu'ils ne sont pas que le jouet de leur détermination, mais qu'ils sont dans leur souveraineté, capables d'évolution spirituelle dans une métaphysique, je dirais, naturelle. Voilà. Nous n'avons pas besoin de dépendre de quoi que ce soit pour être souverain. Et donc l'histoire de la cruche fêlée pour Adrien, donc je lui ai fait, donc on a parlé du corps, de ses questionnements, beaucoup d'écoute, et
je lui ai fait un soin après en hypnose sur l'ancrage, donc en utilisant le truc classique qui est l'arbre. Hein. Voilà. Et je lui fais un soin de revitalisation, etc. Mais voilà. Ce qui est important, c'est que au deuxième stade, vous voyez, on va dire le polar, c'est pas un film policier, hein. Le polar va me permettre d'intégrer, de prendre conscience avec l'hypnose que la personne va changer finalement d'énergie. C'est-à-dire que la cogitation du mental est une chose, mais changer d'énergie et de se recentrer dans le cœur, de se recentrer dans son corps, permet à la personne de se rendre compte qu'elle a d'autres réponses qui peuvent venir en l'espace d'1 heure et demie. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que il y a ce que j'appelle l'émergence d'une parole intuitive à la fin, qui est souvent le cas d'ailleurs dans les séances. La parole intuitive, c'est quoi? C'est que Adrien, eh bien, 3 semaines après, est parti faire partie 6 mois en Amérique du Sud pour faire un voyage initiatique. Voilà. Vous voyez comme quoi l'intégration, et je pense vraiment que l'intégration de l'hypnose et de la machine, en tout cas, apporte une dimension, je dirais, apporte une dimension, en tout cas maintenant, on va dire, apporte une dimension que je n'aurais pas pu apporter à mon niveau si j'étais resté à ce niveau-là. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Adrien a 30 ans, on va prendre le cas extrême d'une femme de 75 ans. Que je vais appeler Marie-Hélène. Et Marie-Hélène est juive, donc elle a vécu les camps, enfin elle a vécu toute petite les camps, enfin sa famille a été touchée de plein fouet. Et l'accordage à mon corps défendant, comme elle le dit, a une histoire très difficile avec son corps, avec beaucoup de complications, etc. Elle est médium. Donc elle est arrivée dans le cabinet avec ce profil de quelqu'un qui ressent les choses et avec tout le contraste avec un corps physique dans lequel elle n'est pas du tout ancrée. Voilà. Donc il s'est passé ce que j'appelle une rencontre. Alors je me pose des questions de savoir quelle est mon utilité, quelle est sa demande, parce que ça c'est très important, cette notion de quelle est la demande précise de la personne. Et j'ai envie de vous dire j'aimerais qu'on parle de la demande implicite et explicite. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites quand vous ressentez autre chose que ce que la personne vous dit? Et c'est très important pour moi de ne pas aller tout de suite là où la personne vous tend ses bras. Donc l'âne, hein. Tirez l'âne. Et en fait, j'ai compris que la finalité avec cette dame, en fait, elle remontait à bien avis, sûrement dans une rencontre, alors ça je rentre dans un autre domaine, mais elle a senti tout de suite qu'on s'était déjà rencontrés. Donc vous voyez que si je reste psy, je mets la tête dans la poubelle. Et je fais l'autruche. C'est une vraie rencontre, et du coup, donc j'ai refait l'histoire de sa vie, parce que j'aime, ma psychologie est avant tout une psychologie douce, hein, enfin en tout cas quand je dis psychologie, on est tous dans une démarche psychologique. Hein. En tout cas je travaille beaucoup sur l'histoire de vie de la personne, avec ce que j'appelle plusieurs exercices, avec la ligne de temps, etc. Mais en tout cas déjà de décharger un peu les choses. En fait, un travail en hypnose qui est sur la décharge émotionnelle. En tout cas, décharge émotionnelle, plutôt pardon, parce que décharge émotionnelle, c'est très fort comme terme. En tout cas, un travail d'intention et de visualisation d'évacuer certaines choses. Parce que ça fait partie aussi des choses qui sont importantes. À travers tout cet axe, en fait, il y a toujours 3 niveaux, il y a toujours 3 choses, qui est pour moi très important, le renforcement du système immunitaire de la personne.
la guérison des blessures du passé. Le système immunitaire, hein, on est d'accord, enfin en tout cas pour moi, ça passe par de faire un check-up complet de comment elle mange, comment elle vit, comment elle ressent les choses, comment elle pense, comment elle dort, dans quel environnement cosmotellurique elle est. Enfin, vous voyez, bon, ça, je ne vais pas vous connaissez le truc, hein, de faire tout un check-up complet, comment elle mange le matin, enfin bref, comment elle boit, voilà, si elle fume. Parce que tout ça, rien qu'avec tout ça, on peut déjà, enfin en tout cas, je peux déjà savoir dans quelle acidité elle est, pourquoi elle est comme ça, etc. Et je fais aussi un petit travail en systémie familiale, parce que c'est super important. Voilà, il suffit de voir que la personne en a voulu à ses parents quand son petit frère est arrivé, pour savoir qu'elle n'a pas réglé le problème. Ça, c'est toujours là, quoi. Donc vous voyez, tout ce travail, je dirais, tout ce travail holistique, en tout cas pour moi j'appelle holistique, se fait dans ces premières séances, à travers le fil rouge de l'histoire de vie de la personne. Alors, chose que je ne fais jamais, alors ça va vous surprendre évidemment, c'est que je ne demande jamais à la personne son nom, sa date de naissance tout de suite, si elle est mariée, pas mariée, etc. Parce que, in facto, je veux surtout que la personne se sente libre de dire ce qu'elle a envie de dire, voilà, sans rentrer dans les cases. Voilà, elle n'est pas mariée, etc. Et de toute façon, d'une façon naturelle, j'aurai tous les infos au fur et à mesure. Voilà. Donc, ce qui est important avec cette femme juive, c'est que cette médium, c'est que, en fait, la finalité qu'elle m'a proposée, c'est de l'accompagner à mourir. Sa vraie demande, je dirais implicite, c'est qu'elle souhaite que je l'accompagne parce qu'elle sait que, voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a compris au fil des séances, et j'appelle ça le mur des empreintes. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un dessin de Mayol, je crois, il y a un dessin de Mayol que j'aime beaucoup, où on voit une montagne comme ça, il y a un petit monsieur qui est ici, et que pendant 10 ans, 20 ans, il a fait toute une démarche intérieure, voilà, et voilà, puis hop, et puis il revient ici, 10 ans après, et il dit, dire que j'en étais là il y a 10 ans. Le mur des empreintes, c'est ça, et je le vis aussi, c'est que, qu'est-ce qui fait, en tout cas dans la position thérapeute, sur quoi repose, et c'est une question que je vous pose pour notre échange, sur quoi repose votre vocation de thérapeute ? Et j'irai un peu plus loin dans une sorte de provocation. Hein. Est-ce que vous avez réglé vos blessures avec ça ? Parce que ce qui se passe avec cette dame, c'est que malgré tout le parcours qu'elle a eu, elle est médium, donc elle est, je dirais, thérapeute elle aussi, c'est qu'elle sent qu'elle n'est pas tranquille, malgré tout le travail qu'elle a fait, parce qu'elle n'a pas réglé des choses qui sont de l'ordre de la blessure narcissique. Cette blessure narcissique, c'est la relation avec son frère, la culpabilité, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné de son parcours, on se retrouve face au mur de ses empreintes, qui est le noyau dur. Et on retrouve les 5 blessures que vous connaissez, la trahison, le rejet, l'injustice, l'humiliation, l'abandon. Donc je me retrouve rapidement avec ça, ce noyau-là. Voilà. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle la connaissance métaphysique, qui est de permettre finalement de se dire que ce noyau dont on en fait c'est une imagerie mentale en fait. En fait, dans l'absolu, il n'y a pas de souffrance, pas de mental, pas de temps, pas de passé, il n'y a que le soi. Alors tout le parcours consiste à se dire d'un seul coup, de faire ce que j'appelle de devenir un témoin
bienveillant de ça. Et qu'on a suffisamment d'appui dans notre état métaphysique, je dirais, pour s'appuyer sur un autre terrain, qui sont nos talents et nos ressources, et qu'on n'a pas besoin de régler des comptes avec ça. Quand elle s'est rendue compte de ça, et de tout le travail que ça consiste, c'est-à-dire quand on est témoin, ça ne veut pas dire qu'on est passif, ça veut dire qu'on va faire un travail conscient qui va passer par, si on le ressent vraiment, en tout cas, qui va passer par une expression émotionnelle dans un cadre thérapeutique, et qui est souvent, cette décharge émotionnelle est souvent liée à une décharge physique, puisque le corps est une archive qui a toutes les tensions et les crispations. Le cœur, lui, c'est l'énergie émotionnelle, et puis le cerveau, qui n'est qu'une antenne, qui est une antenne qui permet de nous faire croire que tout est stable, alors que rien n'est stable. En tout cas, il est aussi un archiviste, c'est-à-dire que dès qu'un travail thérapeutique se fait, les trois corps sont mis en route. Ce qui veut dire être témoin bienveillant, ça ne veut pas dire être témoin passif. Voilà. Donc, cette femme en est arrivée à ce point de voir clairement ce que j'appelle le parfum de ses empreintes. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte, à travers le travail qu'on a fait sur l'hypnose, etc., que finalement, elle m'avait... Quelque part, notre rencontre, c'est avant tout une rencontre pour l'accompagner à mourir. Pourquoi ? Et c'est là qu'intervient la synchronicité. La synchronicité, dont je travaille beaucoup, en évitant de faire une caricature de Deepak Chopra. La synchronicité, je parle de Jung, disait que pour que la synchronicité soit valable, il fallait recréer sa vie. Décider de recréer sa vie, de se réinventer. Voilà. D'où l'importance de l'intention, de la visualisation. Et aussi, une chose, je pense que finalement, ça sera... parce qu'on va prendre un peu de temps pour... on va faire une pause et puis partager, sachant que je n'ai pas dit un tiers de ce que je voulais vous dire. L'intention et la visualisation, je vais terminer justement par les règles que j'ai sorties de tout ça, et je vais faire un saut quantique à travers une lecture finalement de lois quantiques qui sont tout à fait valables aussi. Ce que je veux dire, l'intention et la visualisation, c'est que même en traitant une émotion, on n'a pas à la traiter d'une façon linéaire. Pour ça, évidemment, il y a certains qui doivent dire bah oui, évidemment. Et quand je dis ça, c'est que l'émotion, c'est avant tout un espace, du temps, de l'énergie, un volume, une couleur. C'est pas seulement, bah, c'est parce que maman m'a pas donné le sein, bah, j'en souffre. Hein, voilà. C'est aussi quand cette matrice intérieure nous enferme dans une dimension, une certaine forme de volume. C'est pour ça que c'est important dans le travail émotionnel d'imaginer ces émotions sous forme de couleurs, de dimensions, etc. Et là, je rejoins un peu ce que disait le docteur Lascaux, que vous devez connaître, qui a travaillé sur la guérison énergétique, qui est un psychiatre, je ne sais plus ce qu'il est. Oui. Hein? Américain. Oui. Ouais. T'étais proche. Hein, tout est tout. Hein. Il parlait de la guérison énergétique, et c'est vrai que c'est très important, de la co-création, de la visualisation, de l'intention, et aussi de pouvoir imaginer les douleurs qu'on porte, de les visualiser intérieurement avec des volumes, des couleurs, etc., afin de permettre de l'extraction de cette émotion-là, dans l'acceptation et la bienveillance, parce que vous voyez toute l'aberration de ce noyau, puisque tout est tout, et que chaque être humain, finalement, c'est l'énergie du tout, qui, à travers l'être humain, se transforme en tout individuel, mais est toujours le tout. Comment on peut prétendre qu'on peut mettre de côté certaines choses en soi?
puisque ça veut dire si on décide de mettre des choses de côté en soi qui ne demandent qu'à s'exprimer, ça veut dire qu'elles sont dans la séparation et donc la souffrance. Et l'ego, qui est une illusion qui se croit séparée du tout, est souffrance. Il est douleur. Il n'est que ça. Il ne faut pas s'attendre de l'ego à un bien-être. L'ego est avant tout souffrance et douleur d'être séparé du tout. Mais il ne peut pas être le tout puisqu'il disparaît. Donc cette notion-là est très importante parce que finalement le mur des empreintes, c'est d'accepter que c'est souvent le petit enfant intérieur, hein, c'est d'accepter qu'il rejoigne le tout et qu'on récupère l'énergie qui nous a privés. Et vous connaissez le dicton, on n'imagine pas un papillon voler avec des morceaux de chenille encore. On ne peut pas à la fois se transformer et rester ce qu'on a été. Alors pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, je vais reprendre cette chose essentielle qui est pour moi l'approche du travail à la fois sur le travail de la nécessité, sur ces résistances en tout cas. Et donc ce qui est bien, c'est important de parler des limites qu'on peut avoir tous. En tout cas, déjà des choses, et puis dans 10 minutes c'est fini. Je dirais que la première règle, c'est que si on ne prend pas soin de soi, et qu'on ne prend pas l'entière responsabilité de ce qu'on est, même de nos limites, on ne peut pas prendre soin des autres. On peut être de plus en plus libre sans pour autant avoir une absence de structure. Le cadre éthique est avant tout le positionnement de chacun. Avoir la notion d'un amour infini et une patience infinie pour soi, un amour infini, une patience infinie pour la personne que l'on rencontre, mais être sans pitié pour les fonctionnements du mental. Alors, pour terminer, c'est un ensemble de choses, et puis après on pourra en discuter, et puis j'ai envie de partager avec vous les lois quantiques, qui sont pour terminer sur un espace d'ouverture. Alors, je dirais que, pour moi, en tout cas, il en manque, hein, en dehors du fait, je dis bien en dehors du fait que c'est des portes ouvertes, en dehors du fait qu'on a compris que, quelque part, le cadre, l'accueil, etc., c'est bon, hein. Et ce qui est important, la première chose, c'est protéger pour moi l'intégrité du patient. Bon, vous connaissez le dicton, primum non nocere. D'abord, ne pas faire du mal. Je dirais plutôt Hippocrate, oui. J'aime bien ce qu'il disait. Il disait soulager, ne pas porter atteinte. La deuxième chose, c'est un travail sur la demande est primordial, implicite, voire l'implicite derrière l'explicite, et que la proposition thérapeutique doit être claire et acceptée. Alors, quand je dis ça, clair et accepté, il ne s'agit pas, moi j'ai des ressentis où je ne balance pas tout, c'est-à-dire que c'est graduel, c'est-à-dire que vous savez que la personne peut aller là, mais vous êtes en fonction de la demande aussi. C'est-à-dire qu'il y a, mais à chaque fois, il faut qu'elle comprenne et qu'elle soit acceptée, qu'il n'y ait pas surtout comment dire, qu'il n'y ait surtout pas un sentiment de toute puissance, en tout cas, ou de beaucoup se méfier des certitudes qu'on peut porter. Le troisième, c'est un respect absolu de son ressenti et un travail incessant sur ses propres résistances.
J'ai bien vu que moi, en tant que thérapeute, quand je sens que je ne veux pas y aller, faut y aller. Et ça, voilà. Dans une démarche holistique, c'est apprendre à travailler. Alors quand je dis travail, c'est pas la notion, enfin bref, le travail pour moi c'est l'énergie, le temps, la volonté ou l'intention. C'est apprendre à travailler à plusieurs niveaux. C'est-à-dire à avoir une lecture à la fois de ce qui se passe au niveau physique chez la personne, avoir une lecture de ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau de là où elle en est dans sa crise, je dirais entre guillemets métaphysique. Je ne parle pas de termes spirituels, mais métaphysique dans le sens où est-ce qu'elle a eu l'audace d'aller un peu plus loin dans le qui suis-je ? Où suis-je et vers quoi je veux aller et d'où je viens ? Pour moi, c'est des questions fondamentales. Ça rejoint aussi la capacité à lire métaphysiquement l'inconscient. C'est-à-dire, quand je dis lecture métaphysique, c'est-à-dire que de pouvoir permettre à la personne de lui faire connaître la vision quantique. Et je suis très sensible au fait de lui montrer que tout est tout, qu'elle n'est pas séparée. Et que se séparer de quelque chose, c'est une hérésie. On ne peut pas être séparé du tout. Cette lecture métaphysique doit être basée sur un amour infini et une patience infinie pour le patient, je vous en ai parlé, c'est-à-dire de bien connaître ses limites pour qu'il puisse les dépasser. Et pour soi-même, faire bien attention à la vigilance des sources de projection qu'on peut avoir sur la personne. Donc, je pense que je ne vous l'ai pas indiqué, mais j'enverrai, mais ça, je vous l'avais dit, je crois, j'enverrai un PDF. J'enverrai une synthèse de ce que je vous dis, si ça, vous pourrez comme ça le transférer. Hein. Le thérapeute doit être sans concession avec son mental, source de la division, du jugement rapide, de la comparaison, de l'imitation, de la tendance à devenir celui qui a toutes les réponses. Ensuite, toujours être tourné vers une connaissance axée sur l'être. Ça, c'est pour moi important, en tout cas, c'est que la nécessité de faire un travail de supervision en groupe. Parce que souvent, le travail en groupe permet une accélération dans la purification inconsciente du thérapeute. C'est mon point de vue. Les deux dernières choses, c'est se créer par se lâcher, enfin, apprendre à lâcher prise, évidemment, en se créant un espace d'humour et de créativité. Et aussi, très important, un espace de ressourcement. Parce que la vie, on est branché au cosmos avec deux choses, qui est l'inspiration et l'expiration, et le battement du cœur. Tout ce qui permet l'apaisement du cœur énergétique et la purification, et tout ce qui permet d'être en connexion avec le tout, permet un ressourcement évident. Alors, mesdames, messieurs, je vais terminer par des lois quantiques, de la psychologie quantique. Et je terminerai, c'est juste 2-3 minutes, mais j'aime cette idée de terminer par ce que j'appelle la conscience quantique. Alors, c'est d'après les travaux d'Eisenberg et de David Bohm. Il y a ce qu'on appelle 7 niveaux. Le niveau 1, c'est que, en tant qu'observateur du contenu de mon esprit, observateur du contenu de mon esprit, pensée, sentiment, émotion, association, je suis plus que le contenu de mon esprit. Donc on parle de présent observant.
Donc un travail de bref, merci. Il fallait que je tombe dedans. Le niveau 2, c'est là que je vous disais par rapport aux émotions, tout est constitué d'énergie. Pensée, sentiments, émotions, associations. David Bohm disait « L'univers est constitué d'énergie, d'espace, de masse et de temps ». Ce qui veut dire quoi? Que la colère est constituée de la même énergie que la joie. Ce qui veut dire que la colère, ce qu'on porte en soi comme colère a autant de légitimité d'exister que la joie. Tout dépend de la position qu'on porte sur elle. Le niveau 3, je suis le Heisenberg, je suis le créateur de ce que j'observe. L'observateur crée ce qu'il observe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous créons notre expérience subjective. La vie est la création de notre esprit. C'est pour ça que c'est important, autant pour soi que pour la personne, qu'elle prenne l'entière responsabilité de ce qu'elle a créé. C'est là qu'intervient la position active du créateur, c'est que du moment qu'on a créé, on est capable de quitter ses mémoires et de recréer à chaque instant sa vie. Le niveau 4 et niveau 5, on reprend David Bohm, l'univers physique est constitué d'énergie, d'espace, de masse et de temps. C'est là que je vous parlais de l'émotion à travailler intérieurement. David Bohm, niveau 6, tout traverse tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation comme vous l'impose le mental, entre conscient et inconscient, bon, mauvais, cosmos et soi. Tout est tout, tout est relié à tout. Et que notre transformation intérieure a une incidence. Comme quand on fait ça, c'est une action qu'on porte et qui a toujours des incidences sur le cosmos. Et je terminais par Albert Einstein, tout est constitué de vide et la forme est du vide densifié. C'est pas facile à comprendre, mais on va terminer par ça. S'y rejoint le principe bouddhique, vous voyez, qu'il y a 2500 ans, le Sutra du cœur, la forme n'est rien d'autre que du vide et le vide n'est rien d'autre que de la forme. Le ciel est vide et les étoiles sont la forme. La réalité physique et la réalité non physique sont la même chose. C'est nous qui créons une illusion de séparation entre vous et moi, entre les chaises et les tables, entre les arbres. Si nous commençons à ressentir que ces limites n'existent pas, et de prendre conscience que ce vide n'est pas vide, et que derrière ce vide, souvent, se construit l'enfant. L'enfant se construit souvent dans une illusion qui vient du vide. Ben non. Si l'adulte qui prend conscience de l'enfant en lui, qui se protège avec ce semblant de vide, n'est pas un vide, mais s'il comprend que ce vide est une expansion de conscience, tout est possible. Eric, c'est bon. Une petite pause. Oui. Et deuxième partie, plus en interaction. Ouais.